J'ai besoin de vous. Vous qui êtes sur TikTok. Vous qui êtes sur YouTube. Même si vous ne me connaissez pas. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. J'ai besoin de vous juste quelques minutes. Parce que ce que je vais dire, je vais essayer de le faire simple. Calme. Et utile. Cette nuit, vers 2h30, je m'étais levé puis recouché. J'ai fait ce truc idiot qu'un peu tout le monde fait. Scroller 2-3 vidéos, comme si ça allait m'aider à redescendre. Et dans un sens, j'aurais pas dû, parce que ça nourrit le bruit, ça nourrit l'insomnie. Mais dans un autre sens, si je l'avais pas fait, je serais peut-être jamais tombé sur cette vidéo, et tout ce qui a suivi n'existerait pas. Une jeune femme qui annonce en gros que la liberté d'expression en France va très probablement mourir en 2026 à cause d'une proposition de loi, et que cette loi pourrait, je cite l'idée, criminaliser le soutien à la Palestine ou la critique d'Israël. Je l'écoute et je fais ce que je fais toujours. Je me renseigne, je lis, je décortique. Pas parce que je veux avoir raison, pas pour faire le malin, pas pour être au-dessus. Juste parce que mon cerveau fonctionne comme ça. Je suis autiste. Et dans ma tête, il y a un réflexe constant. Démêler le réel des illusions, démêler les faits du théâtre, démêler ce qui est vrai de ce qui est efficace pour faire peur. Alors, j'ai préparé ma réponse avec calme, sans insulter, sans rabaisser. J'ai écrit « Oui, il y a une proposition de loi, oui, il y a un nouvel article qui parle de destruction ou négation d'un État. Oui, ça peut poser un vrai problème de liberté d'expression si c'est flou. Mais non. Non, ce n'est pas la fin de la liberté d'expression, ça c'est une phrase de panique, ça c'est une phrase qui recrute, ça c'est une phrase qui divise. Et là, à ce moment-là, je me suis dit quelque chose, je me suis dit, attends, pourquoi je me contente de commenter si je peux faire mieux que commenter? Pourquoi je me contente de critiquer si je peux construire? Alors j'ai fait un truc qui peut paraître absurde pour beaucoup. J'ai rouvert le texte, je l'ai relu calmement. Je me suis fait expliquer les points sensibles par mes IA. Et ensemble, on a construit une version plus claire, plus tenable, avec des garde-fous. Sans hystérie, sans camp, juste du droit et du bon sens. En protégeant clairement la critique politique, en évitant les formulations trop floues, en empêchant que ça devienne une arme contre des citoyens normaux. En empêchant que ça devienne un prétexte de plus pour s'entre-déchirer. Et le plus fou, c'est ça. En 20 minutes, j'avais une version plus solide, je n'ai aucun diplôme, je ne suis pas juriste, je ne suis pas député, je ne suis pas ministre, je ne suis pas qualifié sur le papier. Je suis juste quelqu'un de têtu, malin, résilient et profondément humain, enfin, je crois. Pas parfait, pas supérieur, juste humain. Et surtout, en éveil. On est le 21, et si j'ai bien compris, leur texte pourrait être voté le 26 janvier. Et moi, je ne dis pas qu'ils font ça à la légère. Je ne dis pas qu'ils s'en foutent. Je peux comprendre qu'ils soient débordés, je peux comprendre qu'il y ait des urgences, des pressions, des équilibres politiques. Mais je vais dire un truc très simple et très adulte. Ce qui manquerait de sérieux, ce serait de balayer ce que j'ai produit d'un revers de main. Parce que ce que j'ai produit, ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas un clash, ce n'est pas une attaque, c'est une tentative honnête de rendre un texte plus juste, plus précis et moins dangereux. Alors voilà ce que je vous demande. Partagez. Pas pour moi, pas pour ma gueule, pas pour mon ego. Partagez parce que c'est une situation parfaite pour nous diviser encore.
Partagé parce que si on reste dans la peur et les slogans, on va s'entretuer politiquement comme d'habitude. Partagé parce qu'il existe une troisième voie, l'examen du réel et la construction. Peut-être que cette vidéo fera 20 vues, peut-être qu'elle ne décollera jamais, peut-être que ça n'intéressera personne. Mais si on n'essaie pas, il ne bouge jamais rien. Moi, je me vois comme une petite ouvrière dans une fourmilière. Si vous avez la référence, le film d'animation Fourmis avec un Z à la fin. Je ne suis pas le chef, je ne suis pas le héros, je suis juste la fourmi qui voit un truc qui déconne et qui fait sa part, sans haine, sans mépris, avec conscience. Et si ça ne sert à rien, au moins j'aurai la conscience tranquille, parce que j'aurai fait ce que j'avais à faire. Merci de m'avoir écouté. Et si vous voulez comprendre le texte noir sur blanc, je vous montre tout dans la suite de la vidéo. Comment est-ce qu'on légifère sur un sujet aussi complexe, aussi sensible que l'antisémitisme, sans prendre le risque de limiter la liberté d'expression? C'est vraiment tout le défi qui est au cœur d'une nouvelle proposition de loi qu'on va analyser aujourd'hui. Et on va aussi regarder une alternative citoyenne qui, elle, propose une approche un peu différente. L'objectif ici, c'est vraiment d'apporter de la clarté. On va essayer ensemble de démêler les faits, de comprendre les véritables enjeux juridiques et sociétaux qui se cachent derrière ce débat. Voilà le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va poser le contexte. Pourquoi cette loi maintenant? Ensuite, on va décortiquer la proposition officielle, puis on regardera ce qui pose question d'un point de vue juridique. Après ça, on découvrira l'alternative proposée, on comparera les deux textes mot à mot. Et enfin, on prendra un peu de hauteur pour parler de l'enjeu final, la santé du débat public. Alors, commençons par le commencement, le contexte. Cette proposition de loi n'arrive pas de nulle part. Elle a été déposée pour répondre à une augmentation vraiment significative des actes antisémites en France. Et pour justifier le besoin de nouveaux outils juridiques, les auteurs du texte s'appuient sur des statistiques assez frappantes. Par exemple, ce chiffre du ministère de l'Intérieur, 887 actes antisémites, rien que sur les 6 premiers mois de 2024. C'est un chiffre qui a évidemment beaucoup marqué. C'est donc dans ce climat qu'une proposition de loi a été formellement déposée à l'Assemblée. Son but affiché, lutter contre ce qu'elle appelle les formes renouvelées de l'antisémitisme. Bon, maintenant qu'on a le décor, regardons ce que dit précisément cette proposition officielle. Comment est-ce qu'elle compte s'y prendre? En fait, le projet s'articule autour de 3 grands axes. Premièrement, élargir ce qu'on considère comme une incitation au terrorisme. Deuxièmement, créer une infraction complètement nouvelle, le fait de provoquer la destruction d'un État. Et troisièmement, renforcer les lois qui existent déjà contre le négationnisme. Mais voilà, c'est là que les choses se compliquent un peu, parce que, comme souvent en droit, le diable se cache dans les détails. Et ici, il se cache dans le choix de certains mots qui sont jugés un peu trop vagues, et qui pourraient ouvrir la porte à des interprétations très très larges. Prenons un exemple très concret, l'introduction du terme « indirectement ». Ça peut paraître anodin, mais d'un point de vue juridique, c'est énorme, parce que ça pose une question cruciale, où s'arrête la critique, même virulente, et où commence la provocation indirecte. La frontière devient tout de suite beaucoup plus floue. Et c'est exactement le même problème avec des verbes comme relativiser ou banaliser. Ce sont des notions très subjectives. Or, le droit pénal, pour être juste et appliqué de la même façon pour tout le monde, a besoin d'être précis, d'être carré. Avec des termes aussi ouverts, le risque c'est que l'interprétation varie énormément d'un tribunal à l'autre. C'est précisément pour répondre à ce manque de précision qu'une proposition alternative a été rédigée. L'idée, ce n'est pas du tout d'affaiblir la loi, au contraire, c'est de la rendre plus forte en la rendant plus claire et en y ajoutant des garde-fous juridiques solides. Et le cœur de cette deuxième version, il est assez simple. On insiste sur un langage qui soit sans aucune ambiguïté pour définir ce qui est une infraction et ce qui ne l'est pas. Le mieux pour vraiment voir la différence, c'est de mettre les deux textes côte à côte. Alors, allons-y, regardons concrètement ce que ces changements impliquent. Prenons le nouveau délit de provocation à la destruction d'un État. La version officielle, on l'a vu, utilise directement ou indirectement. La version alternative, elle, remplace ça par une formulation beaucoup plus exigeante, publiquement, de manière explicite et non équivoque. Le seuil juridique n'est plus du tout le même. Et cette précision, elle a un but très clair, c'est de protéger des formes de discours qui sont parfaitement légitimes. Le débat politique, l'analyse d'un historien, ou même le soutien à un peuple. Tant que ça n'appelle pas à la violence ou à la destruction, ça doit rester en dehors du champ pénal. On retrouve exactement la même logique sur la question du négationnisme. Le texte officiel ratisse très très large, en incluant l'insinuation ou l'analogie.
L'alternative, elle, demande de prouver une intention claire, un objet manifeste, de nier ou de justifier ces crimes. Cette version alternative va même plus loin, en ajoutant plusieurs verrous de sécurité, si on peut dire. Par exemple, une clause qui protège noir sur blanc la critique politique d'un gouvernement, et une autre qui demande un rapport d'évaluation pour mesurer l'impact réel de la loi sur la liberté d'expression. Au final, on se rend bien compte que cette comparaison, elle va bien au-delà de 2 simples textes de loi. Ce qui est en jeu, c'est la qualité et la solidité de notre débat public. Ce processus, en fait, c'est un peu un cas d'école de ce que pourrait être un atelier législatif constructif. On part d'un texte, on identifie ses faiblesses, ses zones de flou, et on propose des améliorations très précises. Le but, c'est de trouver un chemin qui protège à la fois la sécurité des gens et nos libertés fondamentales. Le vrai défi, il est là. C'est de réussir à rédiger une loi qui soit un bouclier assez robuste pour combattre l'antisémitisme, mais qui soit en même temps assez précise pour ne pas geler par peur toute forme d'expression légitime. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, qui dépasse largement ce projet de loi en particulier. Dans une démocratie, comment est-ce qu'on trouve ce point d'équilibre parfait entre le besoin de protéger les citoyens et cet impératif de clarté de la loi qui est finalement le meilleur garant de nos libertés ?